Bonjour, je viens de voir une vidéo avec Jean-Michel Apathy et Alain Duhamel. Alain Duhamel, un vieux de la politique, de l'analyse politique, qui, pour moi, me surprend jamais, en tout cas dans ce qu'on on attend ou ce que j'attends qu'il dise. C'est sur le sujet, évidemment, de l'Algérie, la colonisation en Algérie et les horreurs qui ont été perpétrées en Algérie par la colonisation française au moment, donc depuis 1830 jusqu'à 1962, et donc successivement toutes les horreurs qui ont été commises. On voit que quand on interviewe Jean-Michel Apathy, Alain Duhamel intervient pour dire une première chose, pour dire je ne veux pas relativiser, mais en réalité quand il dit ça, la première chose qu'il fait, c'est relativiser. De quoi parle Alain Duhamel quand il relativise? Il dit, dans l'histoire, nous avons toujours commis, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des horreurs qui ont été commises lors des colonisations ou lors des invasions. Cet argument-là, qui est un argument, je vais vous faire une métaphore, prenez l'exemple d'une personne qui aurait commis un viol et qu'on vienne lui reprocher ce viol et qui dise oui, mais dans l'histoire de l'humanité, eh bien, tellement de gens ont commis des viols que c'est... voilà, je ne veux pas relativiser, mais je dis quand même ça. Il y a tellement de gens qui ont commis des viols que, voilà. Je ne dis pas la suite, mais il y a tellement de gens qui ont commis des viols que... Donc il l'a dit. En fait, il l'a dit, c'est une forme de... C'est un peu comme les gens qui disent je ne suis pas raciste, mais... Voilà. Et donc on sait qu'ils vont dire quelque chose de raciste généralement derrière, sinon pourquoi le dire? Euh, et donc déjà sur cet argument, c'est un peu le sujet de ma vidéo. Au cours de l'histoire, évidemment, il y a eu beaucoup de massacres qui se sont passés, sur lesquels on peut revenir. Des massacres dans différentes civilisations. Alors, j'ai fait circuler aussi cette carte assez récemment qui compile statistiquement tous les recensements de guerres qu'il y a eu dans l'humanité au cours de l'histoire, et où on voit qu'on a une concentration importante de ces guerres-là en Europe. Donc là, ça permet de relativiser les choses autrement, et donc qui fait que la civilisation européenne, entre guillemets, a des questions à se poser dans son rapport avec la guerre. Il y en a beaucoup moins ailleurs, hein, même en Chine, où on a l'impression, quand on a le regard européen sur la Chine, que la Chine a eu beaucoup d'horreurs, etc. Il y en a eu, et il y a eu pas mal de guerres. Après, quand on parle de guerre, on parle d'intensité de guerre, on parle de... C'est ce genre de choses qu'il faut parler. Quand on dit ce genre... tout simplement, quand on fait du relativisme, comme il fait en disant toute l'humanité, pendant toute l'histoire, n'a fait que connaître des guerres, comment dire, c'est se débarrasser facilement du problème en disant, ben voilà, de toute façon, on fait toujours comme ça. Bon, je vous ai fait déjà la métaphore tout à l'heure, et puis ben, c'est éviter de rentrer dans le détail sur ce qui a pu se passer dans le passé, dans quelles circonstances, contextualiser, quoi. Et donc effectivement, voilà, il y a eu des guerres suffisamment nombreuses. Certaines se sont produites uniquement au niveau militaire, et donc quand elles se sont produites, elles n'ont mis face à face que des gens qui partaient à la guerre. Alors est-ce qu'ils avaient le choix de partir? Est-ce qu'ils avaient envie de partir à la guerre? Ça, c'est une autre question, mais qui en tout cas évitaient d'aller tuer les gens dans les campagnes, les gens dans leurs maisons, etc. La plupart du temps, parce que souvent on mélange ce genre de concept aussi, la spécificité de ce qui s'est passé pour les colonisations européennes, c'est-à-dire la colonisation française, anglaise, hollandaise, espagnole et puis allemande vers la fin, et même d'autres peuples, quoi, d'autres pays européens, parce que la Norvège a participé en partie, la Suède aussi en partie, le Danemark aussi. Donc cette spécificité, c'est d'avoir considéré que les terres qu'ils allaient occuper étaient sur le principe de terra nulla, c'est-à-dire terre vide,
bien qu'il y ait eu des civilisations, bien qu'il y ait eu des civilisations brillantes, ils ont tout fait pour déformer le discours et puis dire, ben voilà, nous on peut s'installer là. Donc il y a quand même une nouveauté historique par rapport à ça, c'est que dans le passé, les empires ou les royaumes qui colonisaient ou qui envahissaient des pays, parce que c'était plus envahir que coloniser généralement, ne transformait pas, enfin ne s'accaparait pas l'économie, ne s'accaparait pas les terres non plus, généralement, parce qu'il voulait maintenir une économie vivace. En fait, l'intérêt des conquêtes, c'était d'augmenter son pouvoir de l'impôt, son pouvoir, ce que, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il qualifie de pouvoir énergétique. C'est-à-dire que euh, la seule énergie qu'on avait avant, c'était l'énergie du soleil au travers de la culture de la terre, le soleil qui nourrit les plantes et qui donne cette capacité à tout le reste du vivant de pouvoir se nourrir. Et donc, quand un des seuls moyens d'augmenter sa capacité énergétique pour les empires, parce que les empires certains empires donc, ont complexifié leur système administratif, leur science, leur technologie, et n'ont pu le faire que grâce à grâce à ces conquêtes, grâce à l'impôt qu'ils collectaient pour se donner ces capacités-là. Il n'y avait pas ensuite, jusqu'à la révolution technologique, d'autres moyens de le faire. Et donc, les empires consistaient, ou les royaumes, quand ils envahissaient, ils laissaient en place tout le système économique sur lequel ils reposaient et ils pouvaient prélever l'impôt. Donc ça a été pendant longtemps la seule manière de faire. Et il n'y avait pas de remplacement de population. Et déjà parce qu'il n'y avait pas de surplus démographique qui permettait de le faire, on envahissait, ou les empires envahissaient, maintenaient les populations qui sont en place, évitaient de les tuer parce qu'ils allaient être des sujets qui allaient être, pour lesquels on allait, sur lesquels on allait prélever l'impôt et dont on allait se servir de la force et dont on pouvait aussi se servir en tant que réserve militaire, etc. Toutes ces raisons-là. Et puis, est-ce qu'il faut le raisonner aussi de manière aussi technique? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute d'autres manières, d'autres rapports de concevoir les gens que comme des objets ou simplement comme des objets. Bon, après ça, voilà, ça c'est un autre débat. Et donc la spécificité l'Empire romain était comme ça, notamment. L'Empire romain s'est étendu, n'a pas, avait une certaine manière, la citoyenneté romaine s'acquérait d'une certaine manière, mais jamais les économies locales n'ont été détruites, n'ont été remplacées. Les Romains n'avaient pas cette capacité démographique d'imposer une colonisation démographique sur tout le bassin méditerranéen, et donc étaient devenus citoyens romains des gens qui étaient de différentes origines, d'Afrique du Nord, d'Asie occidentale et d'Europe du Sud, jusqu'en Angleterre en tout cas, ou d'Europe occidentale, et donc acquérir citoyenneté romaine de cette manière-là. Dans tous les autres empires, on a à peu près les mêmes choses, parce qu'on parle toujours de manière eurocentrée, mais de cette même manière, en tout cas dans les différents empires, empire moghol, l'empire, les empires chinois, les différents empires chinois ont toujours procédé à peu près de la même manière. Donc ce qui va caractériser la colonisation européenne, c'est vraiment cette montée en puissance de l'argent en priorité et de faire du commerce en priorité et de l'enrichissement et l'accumulation de richesses pour des classes commerçantes qui deviendront des classes bourgeoises, qui deviendront les classes industrielles et les classes de pouvoir, de réel pouvoir dans les dites démocraties occidentales. Et donc, ils considéraient l'arrivée dans des nouvelles terres, donc terra nulla, des terres sans habitants ou des terres sans intérêt humain. Pour eux, c'était des sous-humains, ou du moins ils ont procédé à cette déshumanisation avant de pouvoir s'installer. C'était dans le discours, c'était dans les discussions, et donc ben, ça a été le cas pour l'Algérie.
Alors, il faut quand même aussi, relativiser tout ça, c'est précisément parce qu'en même temps qu'on avait ça, on avait aussi, ce qu'on a appelé l'époque des Lumières avec beaucoup de penseurs et à la suite des Lumières, le 19e siècle, beaucoup de penseurs qui formulaient des principes, humanistes et c'est là aussi où le bât blesse, c'est-à-dire que dans l'argument d'Alain Duhamel, on a l'impression que c'est légitime de faire ça alors qu'on est à une époque où la France a vécu sa révolution industrielle, où les pays européens, la révolution industrielle, la révolution tout court, excusez-moi, et dans les pays européens aussi une vague les vagues de printemps des peuples, de réveil, d'aspiration à la démocratie et aux grandes valeurs. Et donc c'est à ce même moment-là que on a ce genre de conquête, de colonisation qui déshumanise des gens, qui traite mal des êtres humains. Et donc on voit déjà toute la dichotomie, toute la dissonance de ces rapports-là. Et donc, là où ce n'est pas justifiable, c'est que la conscience humaine des civilisations occidentales se prétendait civilisée en disant nous savons ce que c'est, nous avons des valeurs universelles, nous savons ce que doivent être les rapports humains, les relations entre humains, l'organisation d'une société de manière à ce qu'elle soit juste, à ce qu'elle soit équitable, à ce qu'elle soit démocratique. Et en même temps, on a des choses comme ça qui se passent. Et là où c'est aussi révélateur, c'est que on avait des penseurs qui interviennent à l'époque, depuis la conquête de l'Algérie, pour dénoncer ce qu'il se passe. Certains même qui étaient partisans de la colonisation disent, mais quand même, ce qui s'est passé dans les grottes, mais quand même, la révolte des Mokrani et tout en 1871 et tout ce que ça a provoqué comme massacre et comme les enfumages, les exécutions sommaires. Et tout ça, quand même, en fait, en nombre de chiffres, est impressionnant quand on dit que sur une population de 3 millions d'habitants, on a entre 1830 et 1870, on a 500 000 morts. Ce qui veut dire qu'on a c'est un sixième de la population qui meurt en fait dans ça. Et donc comment ne pas qualifier ça déjà de génocide? Voilà, ce que Alain Duhamel essaie de faire, c'est de relativiser. En fait, le bonhomme reprend des idées et des clichés qui sont exprimés dans la société française de relativisation de ce qui s'est passé en Algérie, parce que dans l'esprit de ces gens-là, ils sont les bons. Ils ont développé un narcissisme de civilisation tel qu'il les aveugle dans leur conception du monde. Et tout ce qu'ils font, c'est bien, c'est du bien. Et donc, ils peuvent tout justifier dans ces cas-là. Et c'est ce que fait Alain Duhamel, parce qu'on lui a appris comme ça, parce que tout le système de pensée se forme, se construit de cette manière-là, se bâtit en réseau dans la société pour justifier ça. Et il est inconcevable d'entendre ce que disait Jean-Michel Apathy. Et il faut faire un effort incroyable pour dire ce que dit Jean-Michel Apathy. Moi, je sais, parce que je me sens concerné par ça. Pour moi, il a fallu m'extraire d'une certaine pensée pour pouvoir la penser précisément autrement. La penser autrement, là où il fallait la penser autrement, quand c'était affreux, quand c'était nécessaire, quand c'était injuste. Et donc on voit qu'il essaye de transmettre et de répéter à nouveau ce type de pensée qu'il va essayer de relativiser, qui disait non mais nous, quand nous l'avons fait, voilà, nous l'avons fait sur des bons motifs, mais de l'autre côté, on a aussi des massacres qui se sont produits. Il dit ça à un moment donné, mais cet argument-là des massacres qui se sont produits, oui, c'est la conséquence du fait d'avoir envahi un pays, d'avoir tué un sixième de la population dans un premier temps, puisque on avance des chiffres jusqu'à 1,5 million de morts, donc sur une population bien évidemment qui se reproduit d'année en année, et donc qui fait de nouveaux enfants, etc., mais qui reste dans des proportions qui sont énormes, avec 1,5 million de morts, donc ce qui
qui constituerait la moitié de la population, on peut relativiser avec les naissances sur un tiers de la population, ce qui est totalement inconcevable et énorme. Si on le reportait aux chiffres français de la population, ça donnerait des chiffres sur un tiers, ça donnerait 7 et 8 millions, et ça c'est inconcevable. Et donc on avait à cette époque-là, au 19e siècle, des gens qui s'exprimaient dans l'Assemblée nationale, des penseurs, qui étaient pourtant partisans de la colonisation, même des gens qui ont participé en tant que militaires aux guerres et qui s'exprimaient et qui disaient, et qui s'exprimaient même plus qu'aujourd'hui, hein, qui disaient c'est le nombre et ce qui a été fait au niveau des enfumages, au niveau de tout ça, sont des pratiques qui les ont interpellés, qui ont été choquantes même pour eux. Et, euh, et donc voilà, le discours d'Alain Duhamel, c'est un discours qui participe à un narcissisme et qui fait que toute la société a été éduquée à se trouver des justifications par rapport à l'Algérie. Et ça, on peut dire que euh, humainement, c'est pas, ça construit pas, c'est pas génial. Comme disait Aimé Césaire, les gens qui font ça, et toute une civilisation finalement, au final, d'une part, ont produit dans leurs victimes, ils ont produit des changements de caractère, puisque quand on est dur et quand on fait des choses affreuses, les gens vivent avec des traumatismes et des fois on peut voir peut-être des comportements un peu bizarres ou des réactions qui sont des réactions de défense ou des réactions de protection qui sont nées de ces événements-là. Et puis, ben, chez ceux qui le font, chez les criminels, chez ceux qui normalisent cette criminalité, il y a une déshumanisation qui se produit. Et malheureusement, je pense que ce qu'on entend chez Alain Duhamel et ce qu'on entend chez d'autres et cette participation de nombreuses personnes, hein, médiatiques, et de tous ceux qui vont justifier, ce sont les héritiers de cette déshumanisation. Ils se sont déshumanisés au passage. C'est ce que disait Aimé Césaire, c'est que quand on pratique tout ce qui a été pratiqué, à la fois l'esclavage, à la fois l'objectification des gens pour l'argent, c'est-à-dire rendre des objets, rendre les gens des objets de profit, la colonisation, les massacres et tous les crimes qui ont été faits, ça déshumanise les gens qui le font parce qu'à l'intérieur d'eux, ce sont des mécanismes de justification qui les rend aveugles, qui leur permet, comme pour ce qu'on dit, les gens qui prennent la drogue des terroristes, pour s'enlever en fait cette culpabilité, pour se permettre de faire ce qu'ils font. Et c'est à peu près les mêmes mécanismes, sauf que ce sont des mécanismes qui se produisent par un apprentissage collectif qui s'est produit au niveau de la colonisation avec des justifications qui permettent de faire ces crimes-là. Et donc, relativiser comme le fait Alain Duhamel, c'est politique, c'est dans un contexte où les pays occidentaux doivent toujours garder cette aura pour se permettre de continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire les inégalités dans le monde, les agressions d'autres pays sous couvert de la démocratie, et pour pouvoir le faire, ils continuent à dire mais nous sommes les gentils, ils se convainquent eux-mêmes de dire nous sommes les gentils, alors comme nous sommes les gentils, c'est nous qui décidons ce qui doit être bon, ce qui doit être mauvais, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, et c'est ça qui permet toutes les aberrations qu'on voit, le fait de s'en prendre à la LFI sur n'importe quel motif. Ça procède toujours de la même logique. On a un groupe qui fait la pluie et le beau temps, qui construit les justifications qu'il a envie de construire, qui domine au niveau de la France, qui domine au niveau de la planète, qui domine dans les réseaux médiatiques et qui décide à un moment donné ce qui est bon et ce qui est juste. Et c'est ce que fait Alain Duhamel, c'est ce que font tous les gens qui sont dans cette cooptation de la pensée, cette cooptation des idées, cette cooptation sociale à un niveau
cette classe sociale qui dirige et qui se retransmet ses pensées, qui se valide dans leurs pensées et qui annule d'autres pensées. Et c'est marrant parce que je ne sais plus qui avait cité ça récemment, que précisément ceux qui font, c'est peut-être David Guiraud, hein, ceux qui font de la cancel culture, c'est d'autres, c'est les dominants depuis longtemps qui font de la cancel culture et qui décident d'annuler des choses qui ne correspondent pas à leur pensée. Alors moi, de toute façon, je ne suis pas plus partisan de la cancel culture, je suis pour analyser les choses et qu'on le traite ensemble au niveau de la logique et de dire, bon ben voilà, ça, eh bien, c'est quelque chose qui représente telle pensée et qui justifie telle pensée. Alors pourquoi alors ça permet de le critiquer, ça permet de précisément construire la pensée autour de ça. Après, quand on en fait quelque chose qui est un symbole de bonté, quoi. Par exemple, si c'est le massacre, par exemple, des Amérindiens est vu par les Américains et qu'on en fait un symbole de bonté et qu'on le présente d'une manière avec des justifications, là effectivement il y a un problème. Mais quand on a accès à ces symboles-là, ces documents, les statues qui représentent tel ou tel personnage, et qu'on peut en discuter, de dire ben voilà, alors après effectivement une statue ça représente quand même quelque chose, ça valorise la personne et ça serait logique. Comme quand l'Occident a applaudi des deux mains et que les statues de l'URSS et du bloc communiste sont tombées, ou du bloc soviétique sont tombés, tout le monde a applaudi. Eh bien, de l'autre côté, vous voyez, ils font la pluie et le beau temps. Et de l'autre côté, quand il y a ce qu'on appelle la cancel culture, peut-être qu'ils se définissent comme ça aussi également, veulent faire tomber des statues, à ce moment-là, il y a un tollé général. Vous voyez, si on veut avoir une logique, si on veut se revendiquer d'une culture ou d'une humanité qui est juste, alors pour ça, il faut adopter des mécanismes de logique, de rationalité, de justice. Et quand il y a deux poids, deux mesures comme ça se passe, quand on cherche à blâmer l'autre sans nuance, eh bien ça ne construit pas une logique, ça ne construit pas un raisonnement. La beauté de la reconnaissance de ce qui s'est passé en Algérie, ça a une valeur qui est très importante pour les gens qui sont encore vivants, qui ont vécu ces crimes affreux, comme j'ai vu un reportage il y a quelques jours sur les viols qui ont été commis en Algérie par les militaires français. Les nombres viols, hein, parce qu'on estime ce nombre, c'est un nombre effarant et c'est terrible à entendre. Euh, tout ça permet de grandir, le fait de le reconnaître permet de grandir, même si c'est pas parce que c'est ce que dit Alain Duhamel, c'est que c'est pas les gens d'aujourd'hui qui ont fait ça, oui, mais ils se sont retransmis ces justifications-là, ce qui fait que dans leur rapport avec l'Algérie, dans leur rapport avec les Algériens, on est toujours sur ce rapport de domination et puis ben, de mépris et de haine en réalité. On a l'impression qu'il y a une habitude pour la culture française ou une certaine culture française de cracher en permanence et automatiquement sur les Algériens. Voilà ce que ça fait dans le quotidien. Et puis ben, les conséquences de ça sont encore totalement prégnantes dans la société française, puisque les résultats de cette colonisation, ça a été de continuer à se servir des Algériens comme des objets, c'est-à-dire des gens qu'on a fait venir pour le travail, qu'ensuite ils ont continué à venir, et ça s'explique par des mécanismes de domination économique qui créent toutes ces inégalités dans le monde, qui fait que les Occidentaux, ou une bourgeoisie occidentale, a la même mise sur l'économie mondiale, encore une fois, qui fait la pluie et le beau temps, et qui explique qu'il y a ces mouvements de migration. Et on veut reprocher ça aux Algériens, mais en réalité, on ne regarde pas que de l'autre côté. Les phénomènes sont exactement les mêmes avec les Mexicains, entre les États-Unis et le Mexique, que chaque fois qu'il y a cette domination économique, ça crée des mouvements migratoires parce que les gens n'ont plus les capacités ont été enlevés de ces capacités, privés de ces capacités de produire pour satisfaire leurs besoins, pour avoir une certaine qualité de société, d'avoir ce même niveau comment dire,
de services régaliens, la Sécu, l'assurance maladie, la retraite, etc. Donc, pour avoir le même niveau, eh bien, tout ça a été privé à ces populations-là. Je l'explique souvent dans mes vidéos parce que au 19e siècle, il y a eu cette privation, il y a eu cet arrêt des mécanismes économiques dans les pays, dans les futurs pays en développement, dans les pays qui ont été colonisés, qui vont devenir des pays en développement. C'est un phénomène qui est abondamment discuté, abondamment traité par des différents chercheurs, notamment Paul Béroc, Fernand Braudel, qui dit que dans de nombreux pays, et qui étudie le cas de nombreux pays, et notamment des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui avaient cette capacité, totalement cette capacité à rentrer de plein pied dans la révolution industrielle. Et moi, je cite souvent l'exemple, parce que bon, ça fait partie de mes études, je cite souvent l'exemple pas d'Alexandrie, de l'Égypte au 19e siècle, sous Mehmet Ali, qui est arrivé, donc qui a fait une transformation suite à l'invasion de Napoléon en 1798, a eu une espèce de coup de fouet. Donc Napoléon a ensuite été chassé de l'Égypte au bout de 2 ans ou de 3 ans. Donc il y a eu quand même 2 ou 3 ans d'occupation française parce que la France cherchait à sécuriser son approvisionnement en blé. Et donc, bon, voilà, ça a créé un électrochoc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mehmet Ali a pris le pouvoir à cette époque-là en Égypte et en quelques années, il s'est doté à la fois des écoles polytechniques, il a reproduit tout le modèle napoléonien. Quand on dit que Napoléon a influencé beaucoup de choses. Et donc, en quelques années, s'est doté d'infrastructures de scientifiques, de formation des ingénieurs, et de capacités industrielles, d'industrie navale, le coton, et donc elle a été, comment dire, propulsée à la 7e place mondiale, alors qu'à cette époque-là, eh bien, l'Égypte ne représentait plus, en tout cas, une puissance importante, et elle faisait partie de l'Empire ottoman, et donc tout ça a été aussi un affranchissement de l'Empire ottoman à cette époque. Et donc Paul Béroc et Fernand Braudel étudient ça, mais étudient aussi d'autres pays, d'autres expériences où ça aurait été possible. On évoque la Syrie, on évoque les États associés à l'Empire ottoman qui ont été la régence d'Alger et la régence de Tunis dans ces études-là. On évoque l'Inde, donc l'Inde plutôt au XVIIIe siècle. Et pour tous ces pays, pratiquement au XVIIIe siècle, où on parle de mécanismes avec ces classes commerçantes, avec déjà une production industrielle qui était importante, c'est très connu, les manufactures indiennes ont même inspiré les manufactures anglaises. Et donc, à cette époque-là, on avait la possibilité, on parle du Mexique, après voilà, Mexique, Brésil, mais ça a été plus au XIXe siècle, et de la Chine, bien évidemment, et du Japon qui lui l'a fait, qui a fait sa révolution industrielle à la fin du 19e siècle, à l'ère Meiji. Et donc on évoque tout ça comme un potentiel pour le faire. Et il s'y avançait, et par la circulation des idées, la circulation de la science, etc., c'était tout à fait possible qu'il le fasse, et des pays s'y avançaient. L'Empire ottoman, précisément, s'y avançait, sauf qu'il y a eu des mécanismes internes à la fois à l'Empire ottoman, structurels, qui ont fait que ça n'a pas abouti. Mais l'Empire, et puis des mécanismes externes qui sont tout simplement la concurrence des pays européens, la France et l'Angleterre, qui ne voulaient pas de concurrents, notamment en Méditerranée en ce qui concerne le commerce et les routes commerciales, qui étaient très lucratives. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi l'agression de la régence d'Alger, et la fin des activités de la régence de Tunis et de la régence de Tripoli. C'est parce que précisément, ils étaient les concurrents en Méditerranée, ils étaient les principales puissances navales jusqu'au début du 19e siècle, et qu'il fallait les arrêter dans cette concurrence-là. Et donc voilà, ça justifie tout un ensemble
de choses. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, tout simplement pour dire qu'ils avaient la possibilité de faire leur révolution industrielle et tous les déséquilibres qu'on trouve à l'heure actuelle s'expliquent par cette évolution, cette mise en place d'une domination mondiale au 19e siècle. Et que ben, tout ça voilà, explique les migrations au XXe siècle et que donc ben, tout ça est encore l'héritage. Ce n'est pas du passé, tel que l'affirme Alain Duhamel, ce n'est pas du passé, mais c'est du présent. Dans le rapport qu'on a avec les Algériens, cette manie de se défouler sur eux, cette manie aussi de les caricaturer de manière grotesque en les présentant comme des monstres, l'utilisation de l'islam et puis cette construction des monstres terroristes qui sont des monstres, hein, mais comment dire, le rôle d'instrumentalisation par l'Occident est opaque et dont on ne saura les choses que dans des décennies certainement ou moins, je l'espère, où on peut déjà le supposer quand on fait de l'analyse géopolitique, sans parler de théorie du complot, mais c'est une théorie du complot de toute façon, parce que les complots existent et qu'on voit, en tout cas, on peut déduire, c'est hypothéto-déductif, ce qui se produit depuis les années 80, l'instrumentalisation de l'islam contre le communisme dans un premier temps, par les États-Unis contre le communisme, et puis l'instrumentalisation, comme ça marchait bien, voilà, on peut le supposer comme ça. Comme ça marchait bien, ça a servi aussi à justifier toute la réorganisation du Moyen-Orient. On voit entre ce qui se passe, la déduction permet de se dire par rapport aux conséquences les décisions qui ont été prises suite à cette formation du monstre terroriste et du monstre dit islamiste terroriste, on voit ce que ça a permis de faire aux États puissants, les États-Unis, la France, par rapport à l'évolution de leurs lois, par rapport au contrôle des populations. On voit ce que ça a permis de faire. Et donc on peut en déduire raisonnablement, parce que aussi le principe de la science de pouvoir douter de tout et de pouvoir remettre en question de nombreuses choses, en tout cas de ce qui se passe sur notre planète et de ce qu'on a apporté d'entendement et de pouvoir le remettre en question. Mais après, voilà, les théories se valident ou s'invalident et c'est là où il faut aussi laisser circuler les théories et pouvoir en discuter, et pouvoir le valider ou l'invalider, et puis chacun se fait son propre choix ensuite. Mais donc voilà, pour terminer sur le sujet, c'est ce que fait Alain Duhamel, c'est très banalement ce qui a été inculqué à la population pendant des décennies, depuis l'invasion de l'Algérie, mais il y a eu toujours dans la société des gens qui se sont insurgés par rapport à ça, et d'autres même qui pourtant justifiaient la colonisation, etc. Bien se sont dit non, c'est quand même pas normal, et c'est pas normal de la part d'une civilisation qui se dit supérieure, parce il faut dire aussi les choses clairement, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, la manière de considérer les autres peuples, les immigrés dans les pays occidentaux, et le rapport avec les autres peuples de la planète ne témoigne que d'une chose, il faut le dire clairement, il faut le déclarer, ils se sentent supérieurs. Quand les gens qui font ça, et ce qu'on entend dans les médias, ce sont des gens qui se sentent supérieurs, qui déclarent la civilisation occidentale comme supérieure. À chaque fois qu'il y a une critique dans un pays étranger, etc., cette critique relève toujours de mécanismes de supériorité pour montrer, pour dire, ah mais regardez comment ils sont, comment ils font, on est quand même bien chez nous. Eh bien, oui, c'est une manière de participer à cette propagande, et puis de ne pas faire dans le détail. C'est, c'est de la propagande grossière en tout cas. On montre et on met en exergue un phénomène, on ne montre pas toutes les implications que ça a. On ne contextualise que très rarement. Et on ne dit les antithèses que de manière très susurrée, mais jamais contextualisée réellement. Et donc, voilà, pour terminer, ce que fait Duhamel en disant ne pas relativiser, ce n'est que de la relativisation.